Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 du podcast Hebdo NBA, toujours en compagnie de Benjamin. Salut Benjamin. Salut Léo, salut à tous. Alors aujourd'hui on va se lancer sur une nouvelle thématique qu'on n'a pas abordée jusque-là. On va essayer de se questionner et de réfléchir un peu sur la gestion des fins de match. C'est quelque chose qui revient souvent à NBA, dans le basket, dans le sport en général, le money time, ce qu'on appelle le money time, c'est les dernières minutes. Les dernières minutes d'un match chaud, on va dire, avec un score serré à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on gère? On donnera plusieurs exemples de certaines équipes qui ont du mal à gérer ces fins de match et d'autres qui excellent dans ces moments-là. Et puis ce sera déjà pas mal. Et bien si vous êtes prêts, on lance le jingle, c'est parti. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye, I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye, I miss the sweet Kanye, chop up the beach Kanye. Alors Benjamin, sur la gestion des fins de match, déjà plusieurs choses. On va se questionner déjà sur quel facteur permet de définir à qui on donne le ballon à la fin du match. C'est-à-dire, il reste moins d'une minute de jeu, le score est à égalité. À qui on donne le ballon? Est-ce qu'on donne le ballon au joueur le plus chaud du match? Est-ce qu'on donne le ballon au leader de l'équipe? Est-ce qu'on donne le ballon à la personne pour qui le système est le mieux adapté? Donc peut-être quelqu'un qui sort du banc. C'est des questions éternelles, mais c'est des questions qu'il faut se poser pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. On voit que dans certaines équipes, ce qui fonctionne le mieux, c'est donner le ballon au meilleur joueur de l'équipe. On l'a vu longtemps avec Portland. On l'a vu même quand le trade de Damian Lillard s'est fait, on le voit aussi à Milwaukee quelques fois, où Damian Lillard, ça fait partie de ces joueurs-là qui excellent dans le money time. Peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le money time. Bien sûr, time time. Et voilà, donc voilà, toutes ces questions. On pourra donner quelques exemples d'équipes qui sont en perdition cette année sur les gestions des fins de match. Je les lance comme ça, mais les Warriors, tu peux, oui, les Spurs par exemple, qui ont lâché beaucoup de matchs qu'ils n'auraient pas dû lâcher. Donc voilà où on en est, Benjamin. Qu'est-ce que t'en penses toi sur tout ça? Alors, écoute, je pense que tu as donné 3 raisons et je pense qu'en fait les 3 sont entendables. C'est-à-dire que par exemple, déjà, il faut voir le scénario du match. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 2 points d'écart ou 3 points d'écart dans le match, tu as des situations où tu te dis, parce que ça c'est aussi ça, money time, c'est est-ce que je shoot pour la prolongation ou est-ce que je shoot pour la victoire? Alors certains diront à l'extérieur, tu vas pas jouer la prolongation, tu vas prendre la victoire. Et où d'autres vont me dire non, dans tous les cas, faut gagner. Moi, je pense sincèrement, je pars du principe que pour moi, tu es une superstar en NBA, pas forcément parce que tu mets 40 points à tous les matchs, mais tu es une superstar parce que quand il faut que tu mettes un panier, tu mets ton panier. Donc moi, je suis dans l'école meilleur joueur. Après, je suis d'accord et sans parler du dernier shoot, et tu as parlé des Warriors, ce qui a énormément agacé, on va dire, ce qui m'a agacé et beaucoup de fans des Warriors, c'est que ce qui se passait, c'est que sur les derniers matchs où c'était serré, c'est que Steve Kerr, il a voulu faire jouer ses titulaires historiques, c'est-à-dire qu'il a privilégié de mettre Wiggins ou Thompson sur le parquet, alors que tu as des mecs par exemple comme Kuminga ou Podziemski qui ont été en feu tout le match et tu les mets sur le banc. Moi, je suis partie prenante, honnêtement. Si ton équipe est dans la difficulté comme les Warriors et que tu as du mal, tu mets tes joueurs chauds. Et moi, je suis d'accord. Alors là, c'est dommage qu'on n'ait pas Alex avec nous parce que son avis de coach aurait peut-être été différent de note. Mais moi, à mon échelle de ce que je vois, ce qui m'énervait profondément chez les Warriors, c'est que tu arrives en fin de match, tu as Kuminga qui a 25 points d'rebond, qui domine très justement la raquette, et tu le benches parce que c'est Kuminga et parce que au final, t'as Andrew Wiggins, et vu que son nom c'est Andrew Wiggins qui est à la finale des conférences et qui était champion avec toi il y a 2 ans, et que c'est un nom, tu le mets. Moi, je suis pas partisan de ça. Je suis pour que les joueurs qui sont sur la bonne dynamique, qui sont chauds, tu les mettes et tu tentes ta chance avec. Par contre, je suis d'accord, et certains pourront être contre ce que je vais dire là, et je pourrais l'entendre. C'est vrai que en fin de match, tu veux pas, même si tu fais un système pour un très bon shooter en sortie de banc, le jeu n'est pas non plus de faire ça. Tu vois. Alors après, il y a des contre-exemples. Par exemple, moi je me rappelle d'un match, c'était il y a 2 ans, c'était pour le Christmas Day, me semble, c'était Phoenix contre les Warriors. Et à la surprise générale, Steve Kerr a fait un système pour notre bon vieux autoporteur. Donc il y avait Curry et Thompson qui auraient pu tirer, et non, le système était fait pour autoporteur. Donc après, ça prouve que, et je pense que c'est la conclusion, il n'y a pas une règle unique. Moi je suis pour mettre ton meilleur joueur, mais t'as pas une règle unique. Tu vois, tu peux avoir des systèmes qui se mettent en place. Mais honnêtement,
Je pense sincèrement, ce qui est intéressant pour la fin de match, c'est d'avoir en fait les joueurs les plus lucides et le plus aptes à peser sur le match. Ouais, exactement. Et tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, que complètement. si t'es un joueur qui pioche, et là on l'a vu très récemment, hein, Thompson contre Brooklyn, il s'est fait bencher parce qu'il était de travers, et au final on l'a pas mis en fin de match, et au final les Warriors gagnent de plus 10. Donc moi je pense que les fins de match c'est pour les gros joueurs, mais dans une certaine mesure. Et ça dépend aussi de ta dynamique d'équipe. Petite parenthèse, si vous savez pas ce que c'est qu'une gestion de money time, les gars, vous tapez Tracy McGrady sur YouTube, puis vous allez vite comprendre à quoi ça ressemble. Un des passages peut-être le plus légendaire de l'histoire de la NBA. Oui. Bref, on vous en dit pas plus, vous irez voir si vous connaissez pas. Instruisez-vous, c'est de la culture générale. Mais sinon, si on peut revenir sur la gestion des fins de match, en fait, je pense qu'il y a quand même énormément d'émotionnel qui rentrent en compte. Bien sûr. Et puis ceux qui savent tenir leur nerf et mettre une clim quand tu vas mettre une clim, bah en fait, moi je suis plutôt du partisan du côté psychologique, c'est-à-dire je donne le ballon. Alors tu vas me dire le côté psychologique, ça va aussi avec le meilleur joueur. Je suis pas un excellent joueur si dans la tête Je veux pas bien. je suis fragile. Mais en tout cas, je suis plutôt partisan de dire sur les joueurs que j'ai sur le terrain, lequel psychologiquement est a le plus de potentiel pour tenir ses nerfs et pour rentrer ce tir. On voit Damian Lillard, on sait qu'il sait tenir ses nerfs, qu'il est capable de mettre des shoots et d'éteindre des franchises sur des tirs, mais qui n'ont aucun sens. Franchement, quand je revois l'élimination d'OKC en playoff contre Portland, quand tu revois l'action, mais t'es coach, je pense que tu pètes un câble. Tu te dis, ils ont besoin de 2 points, même pas 3, 2 points pour gagner. Il va dire que la solution la plus sensée, c'est de tenter une pénétration, un drive, et d'obtenir une faute, ou de rentrer et marquer. Le mec, il est 5 mètres derrière la ligne, il cherche même, dans sa tête, il sait déjà ce qu'il va faire. Mais tu te dis sur la photo, et je trouve ça fou. Je me dis, il faut avoir une confiance en soi. Ah bah ça c'est sûr. Un ego aussi quand même. Et puis mais vraiment, c'est ça, une confiance en soi pour rentrer un shoot pareil. Je me dis, je suis coach, je pense que tu fais une crise cardiaque sur le banc. Tu te dis, mais quand tu revois l'action, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Parce qu'ici, il rate le shoot. C'est un scandale. C'est terrible pour lui. Je pense que sa carrière, elle est. Enfin, je pense qu'en tout cas, ce qu'on retiendra de ce mec, c'est qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là. Et il a fait n'importe quoi en réalité. Mais après, tu vois, sa carrière, il a construit sur des actions comme ça. C'est sûr. Mais en fait, tu peux te dire, ça, c'est l'élite en fait. Mais c'est l'élite. C'est une partie très infime de ces joueurs-là. C'est ce que je te dis, c'est que pour moi, les grands joueurs, ils se construisent dans le money time. En fait. C'est toujours le souvenir terrible de l'élimination des Sixers à Toronto. Ah, bien sûr. De Kawhi, l'année du titre, où je reste quand même intimement persuadé qu'il y a un bon pourcentage de chance sur ces tirs. Ah bah, bien sûr. Mais bon, et c'est quand même incroyable. Enfin, pareil, c'est toute une histoire de photo quand tu vois la tête d'Embiid, le ballon qui rebondit 3 fois sur l'arceau, qui tombe dedans. Enfin, c'est incroyable. Alors, des moments comme ça, on pourra en sortir d'autres. Damian Lillard, il en a pas qu'un, il en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais franchement, je reste persuadé quand même que ce côté psychologique, c'est le plus important, dans le sens où on le sait, si un joueur il n'est pas en confiance, ou en tout cas si un joueur, psychologiquement parlant, il est plus fragile, des shoots comme ça, c'est même pas la peine de mettre le ballon dans les mains de ce joueur-là. Et de toute façon, pour être un grand, il faut être capable de gérer ces moments-là. J'en ai un autre dans la tête, là. Ray Allen, 2014. Ah bah oui, contre 2013. En finale, ouais, contre 2013, pour aller chercher le match 7. Ah bah. Tu me dis, faudrait qu'on en fasse un jour de podcast sur les moments légendaires de la NBA que nous on a connus, parce qu'on est quand même assez jeunes. Mais tu me dis, moi c'est le premier qui me vient en tête. Faut aller chercher un match 7 sur ce tir. Le mec, c'est un retraité ce mec en vrai. Ray Allen. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est fou, hein. Bon, c'est Tony, je crois, qui est sur la photo. Après, mais franchement, c'est magnifique. Et tu te dis, en fait, ces mecs-là, ils ont répété ça peut-être 1 million de fois à l'entraînement. Et en fait, ils arrivent dans ce moment-là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est toujours pareil. Là, on est dans des moments. Et c'est la même chose. On parlait avant le podcast, tu me dis, qu'est-ce qu'on aborde? Être clutch et gérer le money time, c'est des deux côtés du terrain. J'ai en tête LeBron, qui va aussi chercher une bague, sa première bague avec Cleveland, sur ce contre monumental sur Iguodala. Oui. Et en fait, quand on est en playoff, ces actions-là, ça fait tourner une série. C'est-à-dire que là, les Cavs, ils étaient au bord du gouffre. Et au final, ils ont été champions derrière. Je vois Ray Allen, le Heat en 2013 était au bord du gouffre. Et au final, c'est ce shoot qui change tout et qui fait tourner la série et qui permet au Heat d'aller chercher encore un titre supplémentaire. Et du coup, c'est vrai que c'est incroyable et on peut remercier ces joueurs-là parce que quand on voit ça, c'est ce qui nous fait regarder aussi la NBA et c'est ce qui nous fait aimer le sport.
Mais c'est la gestion des fins de match, de toute façon. Un match peut être nul à regarder, mais si dans les 5 dernières minutes, Bah oui. il y a le score est à égalité. Mais c'est la magie du basket. Le match devient fou alors que c'était une bouse depuis la première Ouais, minute. bien sûr. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, je pense que moi, alors j'ai jamais été joueur de basket, mais je suis persuadé que, tu vois, tu te prends une bâche, tu perds de 30 points, tu dis ok, le match est acheté, tu passes au suivant. Je pense qu'en fait là, les Warriors, ce qui leur fait hyper mal psychologiquement, c'est qu'en fait à chaque fois tu te dis, t'es à ça quoi, t'es proche, t'es à côté. Et ce qui est encore plus terrible pour les Warriors, c'est qu'ils perdent, je crois, plus de 50% de leur match dans le Money Time, alors qu'ils étaient à plus 10, plus 11 à 5 minutes du terme, quoi. Donc vraiment, tu te fais retourner. Et là, c'est vraiment où tu dis l'aspect psychologique, quoi. C'est que plus rien ne marche. Et pour revenir sur l'exemple que tu vois par exemple des Spurs, moi, je crois beaucoup, comme tu disais, l'aspect psychologique, parce que pour moi, le Money Time, c'est paradoxalement le plus important au basket, et à contrario, c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'au final, certains joueurs, ça fait 40 minutes qu'ils sont sur le parquet, t'es à bout physiquement, et dans des conditions de fatigue extrême, tu dois avoir une lucidité encore supérieure à la moyenne, parce que tu sais très bien que tout va jouer sur un détail. Et du coup, c'est là où tu dis que certains ont un ego, une confiance en soi psychologique. Je pense que t'as certains mecs, ils partent en pilote automatique en fait. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que les Spurs, ils ont du mal, parce que c'est des joueurs qui sont extrêmement jeunes, qui n'ont pas forcément l'habitude de connaître ces scénarios-là, et forcément, tu vois, j'ai une image où t'as, je sais plus dans quel match, mais t'as Keldon Johnson, il y a un point d'écart, et lui, au lieu de voir son meilleur joueur à lui donner, en fait, il va complètement Dans le mur. Il va s'empaler dans le mur, et puis il perd la balle, et puis le match est fini Ouais. en fait. Et tu vois, et je pense que sincèrement, dans le Money Time, ce qu'il joue, t'as complètement raison, c'est l'aspect psychologique. Et je pense qu'au final, les joueurs, comme tu dis, ils sont habitués à ça. Je veux dire, tu vois, par exemple, Curry, je sais pas combien de shoots il prend, mais il est habitué à prendre des shoots avec une fatigue, en condition de fatigue. Il sait prendre ces shoots-là. Et au final, ce qui fait la différence, c'est la confiance en toi, parce que ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu prends un tir au buzzer, tu sais, au fond de toi, tu penses que tu sais que tu vas le mettre. Donc, il faut de la confiance. Et il faut surtout aussi de l'expérience et de la répétition pour pouvoir être capable de faire le bon geste, de placer bien tes appuis, de bien lire, par exemple, un écran que ton coéquipier va te mettre pour bien le prendre et bien shooter. Et je pense que ça, en fait, ça se travaille, c'est de la répétition. Et après, il y a d'autres trucs aussi, c'est du talent. Parce que je pense que Ah, bien sûr. moi, je peux prendre je sais pas combien de shoots, m'entraîner et tout. Je ne mettrai jamais le buzzer de Curry qu'il a mis contre OKC à c'est 12 clair. mètres. C'est clair. C'est pareil, tu vois. Mais c'est sûr que la fin de match, je pense sincèrement que c'est ce qui fait qu'on aime tous la NBA et qu'on aime surtout le basket. Parce que, comme tu dis, un match de basket peut être nul pendant 38 minutes en Europe ou 46 en NBA. Ce qui fera la légende et l'impact qu'aura le match, c'est comment on va être géré et fait le Money Time en fait. Je te lance sur un dernier sujet, moi, Benjamin. Dis-moi. On parle de l'aspect psychologique. Je fais le parallèle parce qu'en fait, c'est vrai que j'écoute plusieurs podcasts sur d'autres sports, notamment les sports de combat. Et en fait, le sujet est venu sur la table dans un podcast que j'ai écouté, puis ça m'a intéressé. Les préparateurs mentaux ou les coachs mentaux, t'y crois, toi, pour la réussite des athlètes ? Ah complètement. Moi, je pense que on a souvent les débats. Ouais, est-ce que les sportifs d'avant, tu sais, étaient meilleurs que les sportifs actuels ? Alors moi je pense qu'il y a deux choses qui évoluent. L'aspect physique est indéniable, je veux dire, la préparation, je veux dire, tu vois dans le foot, tu vois des mecs comme Platini, moi je dis toujours, mettez Platini, alors c'est un génie, mettez Platini contre Serge Aurier à son prime quand c'était une machine de guerre. Niveau physique, pour moi déjà il y a des choses qui font que ça a évolué positivement actuellement, mais je pense que l'aspect mental, bien sûr que oui, je le crois. Surtout dans des sports où, comme le basket, où c'est des gestes que tu vas répéter, tu vois. Et moi, je suis sûr, après, je sais pas, en athlète, je sais comment ça se passe, où, par exemple, tu vas visualiser la course, tu vas visualiser le départ, ils vont te dire, tu vois, de sentir, tu vois, ton pied dans le start, sentir tes mains sur le tartan et tout, ça se fait énormément, puis les gens, ils visualisent leur course, parce que, notamment, on fait le parallèle là dans nos sports, mais en athlète, t'as beaucoup d'athlètes qui jouent leur course avant qu'elle se fasse. Et tu vois, rien qu'aussi sur l'aspect émotionnel, tu sais, il y a pas mal d'études qui ont montré que chaque athlète a une zone optimale de performance émotionnelle. Bien sûr. Donc par exemple, tu vois, avec un préparateur mental, il va t'aider. Par exemple, il y a des joueurs de basket, pour arriver sur le parquet, ils vont besoin d'être énervés pour être performants. D'autres, ils vont besoin au contraire d'être plus calmes, d'être plus relax. D'autres, ils vont avoir besoin de méditer. D'autres, ils vont avoir besoin de s'amuser, tu vois, pour se détendre. Donc pour moi, la préparation mentale, bien sûr que j'y crois. Et pour moi, c'est vraiment un aspect en fait qui a été occulté pendant des années dans le sport professionnel. Et à l'heure actuelle, je connais pas un seul grand champion n'importe quel sport qui n'a pas un préparateur mental.
c'est incontournable. Parce que tu vois, je te pose cette question pour terminer, parce que en fait, j'ai écouté le reportage qu'a fait RMC Sport sur l'avant-combat de Nassourdine Imavov Ouais. en MMA, là, qui combattait pour rentrer dans le top 10 des middleweight à l'UFC. Et en fait, à la fin, il lui pose cette question, parce que c'est un combattant des fois qui a du mal à gérer ses nerfs dans les dernières minutes du combat. Et ils lui disent, est-ce que tu as un jour pensé avoir un préparateur mental ? Et en fait, lui, de par ses origines, je pense aussi le Daghestan, la Tchétchénie, où c'est des pays qui sont vraiment avec une ethnie particulière, une éthique de travail et tout ça. J'avais comme l'impression dans sa réponse que c'était presque un abus de faiblesse de dire qu'il en aurait peut-être besoin. Et donc, est-ce que certains joueurs, tu penses, s'en privent justement sur ce fait en disant, moi, j'en ai pas besoin, j'ai mon ego qui parle et je suis capable de gérer ces moments-là tout seul ? Non, je pense pas, parce que déjà, tout simplement, là, tu parles du MMA, c'est des sports individuels. Quand tu es en MMA, tu te représentes toi-même. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, tu es dans une franchise NBA, c'est pro. Les Américains, c'est un business, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ils voient très bien toutes les études qui montrent qu'un joueur est plus performant qu'un préparateur physique. Je te dis, ils ont peut-être pas tous en plus un préparateur physique perso, mais c'est sûr que dans tous les staffs NBA à l'heure actuelle, tu as 1, 2, 3, 4 préparateurs physiques qui sont là avec les joueurs pour les mettre en condition. Ça, pour moi, c'est obligatoire dans tous les sports. Alors après, peut-être que, et ça je ne sais pas, peut-être que tu as des joueurs qui accordent plus d'importance que d'autres, mais tu vois, par exemple, LeBron James, j'avais vu qu'il expliquait qu'avant ses matchs, il avait un préparateur, et en fait, je sais pas s'il le fait encore, mais quand il était à Miami, par exemple, il méditait beaucoup en fait avant ses matchs, pour justement se mettre dans un état, être préparé pour l'action et pour le stress, parce que un match de basket, et même au-delà, une carrière de sportif de haut niveau, on sait que ça a des impacts sur le physique, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des séquelles avec ton corps, mais aussi tu as énormément de séquelles aussi mentales, parce que je veux dire, ces joueurs-là, ils portent des pressions sur leurs épaules monumentales, quoi. Je veux dire, tu vois, par exemple, quand tu es un mec qui arrive, on te signe un gros contrat sur toi, tu sors de nulle part, tu sais que tu es pris pour le money time et puis tu marches pas là, bah tu dis après, bah putain merde, on m'a signé là-dessus, j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ? C'est hyper compliqué, tu vois. Donc moi je pense que sincèrement, l'aspect mental, il est incontournable, et on le voit bien, et pour moi la meilleure preuve, c'est que maintenant, tu prends n'importe quel sport, tu vois, par exemple en France, moi je connais, parce que je suis journaliste sportif, donc j'ai l'habitude d'aller sur des matchs par exemple de N3 en foot, à Guignon, FC Guignon, t'es un préparateur mental, hein. Alors que c'est que de la N3. Alors je me dis en NBA, j'imagine même pas les infrastructures qu'ils ont, quoi. Ouais, bien sûr. Bah écoute, on finira là-dessus, Benjamin. C'était encore très enrichissant. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi apporté quelques connaissances sur le sujet. Et puis on va se quitter sur ça. Et merci à tous, et puis à la prochaine, et puis merci Léo encore pour l'invitation, c'était un plaisir. Salut à tous. Salut.